Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Panthers de la Floride. Devrais-je dire les surprenants Panthers de la Floride, puisque c'est une organisation qui, certes, avait terminé au premier rang la saison d'avant. On se rappelle la saison 2021-22 des Panthers de la Floride. Un certain Joel Kenville était l'entraîneur-chef. Du côté de Joel Kenville, on avait eu entre autres l'histoire avec les Hawks de Chicago. À l'époque, il était entraîneur-chef chez les Hawks de Chicago, Cal Beach, tout ça. Ça l'a amené l'organisation des Panthers à renvoyer Joel Kenville. C'est son assistant coach Andrew Brunette qui avait pris la barre. On avait terminé au premier rang de la LNH, remporte le trophée du président, puis bang! On se fait sortir en 4 contre le Lightning de Tampa Bay en deuxième ronde. Fait que ça avait été un lendemain de veille qui a été plutôt pénible du côté des Panthers. Par la suite, pendant la saison morte, la méga transaction qui a envoyé Mackenzie Weegar et Jonathan Huberdeau vers Calgary a envoyé un certain Matthew Tkachuk en Floride. Les paris étaient ouverts à ce moment-là qui a remporté la transaction. Seul le temps nous le dira, mais pour la première saison, on peut dire que les Panthers sortent vraiment pas bredouilles de cette transaction-là. Alors là, on avait décidé d'embaucher un entraîneur-chef qui avait beaucoup d'expérience et qui, très rarement dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est les entraîneurs-chefs qui décident de s'en aller. C'est pas pour une raison de santé, c'est pas pour une raison personnelle, c'est parce qu'ils considéraient que le message passait plus avec ses joueurs. Et je parle ici de Paul Morris. Paul Morris qui avait été entraîneur du côté des Jets de Winnipeg. Et là, on se rappelle que du côté des Jets, là, il y avait des histoires de vestiaire et tout ça. Donc lui, il avait considéré que son message ne passait plus à Winnipeg. Il a pris la décision de partir. Les Panthers de la Floride ont donc signé Paul Morris. Et ça avait été un peu contesté à l'époque parce que les Panthers avaient connu une bonne saison l'année d'avant, blablabla. On pensait qu'Andrew Brunette pourrait peut-être faire la job pour la prochaine saison. Et puis finalement, en saison régulière, on a douté. On a douté un bout de temps de ce choix-là puisque le début de saison a été pénible du côté des Panthers. Mais tranquillement, très tranquillement, ils sont revenus dans le chemin. Longtemps, les partisans du Canadien ont rêvé que notre fameux choix de première ronde allait devenir un choix top 10, puisque, bon, si l'organisation était suffisamment poche, on pouvait peut-être participer une deuxième fois à la loterie Bédard. Éventuellement, on a fini par se faire au fait qu'on ne serait pas avec un deuxième choix top 10. Là, on se disait peut-être qu'on va en avoir un top 16 s'ils font pas les séries. Et puis finalement, les Tabarouettes en fin de saison, pac, rentrent en séries éliminatoires, deuxième équipe repêchée, huitième dans la conférence, et c'est là qu'ils ont saisi leur opportunité. Un Sergei Bobrovski qui a gaulé sa tête, on s'est rendu paf jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ça a été plus compliqué en finale, mais on a surpris beaucoup tout au long des séries éliminatoires. Bien entendu, on se rappelle la fameuse première ronde où on entendait les partisans des Maple Leafs de Toronto scander We want Florida. Finalement, ils ont eu une claque à la gueule quand ils ont eu Florida. Mais au final, Sergei Bobrovski a été magique en séries éliminatoires. On peut parler aussi des performances de Matthew Tkachuk en 20 matchs, 24 points en 20 matchs du côté de Matthew Tkachuk. Il a terminé les séries éliminatoires, il n'était pas capable de se relever de son lit, c'était son frère qui devait le soulever. Donc bref, on a connu une saison moins intéressante que l'année d'avant en termes de saison régulière, mais beaucoup plus intéressante en séries éliminatoires. Et du côté des Panthers de la Floride, ce qu'on veut, c'est une Coupe Stanley. Alors, on est sur la bonne voie d'y aller et on a fait certaines additions pendant la saison morte qui peuvent peut-être amener cette organisation-là à un step de plus, mais ça sera à confirmer parce que quand il y a trop de mouvements, des fois, ça devient compliqué. Alors, on revient avec le directeur général Bill Zito, qu'on a souvent perçu comme étant imbécile de ne pas avoir protégé son fameux premier choix avec le Canadien. Finalement, ben, force est d'admettre c'est que ça a été pas si pire hein, quand même. L'entraîneur-chef Paul Morris qui en sera à sa deuxième saison du côté de la Floride. Pour la saison 2022-2023, les Panthers, c'est 42 victoires, 32 défaites, 8 défaites en prolongation. Donc 42 victoires pour 40 défaites quand même. Tu sais, on était proche, là. On était proche du 500. Fait que ça n'a pas été une saison exceptionnelle, mais bon, quand même, 92 points. On n'a pas atteint le plateau des 100 points. On a terminé huitième dans la conférence de l'Ouest, j'ai dit tantôt, deuxième équipe repêchée, 17e dans la Ligue nationale. Fait que ça n'a pas nécessairement été à la hauteur des attentes. Une moyenne de buts marqué de 3,51, ce qui est quand même relativement bien. Sixième meilleure attaque de la Ligue nationale à 3,51 de moyenne. Une moyenne de buts encaissés de 3,32. Ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a été l'aspect défensif du jeu et la tenue des gardiens de but. Parce que Sergei Bobrovski, en saison régulière, ça a été pénible pour lui. Maintenant, il faut mentionner aussi un fait particulier, c'est le jeune espoir Spencer Knight, qui lui a été obligé de se retirer de la compétition après seulement 21 matchs de disputés dans la Ligue pour des... ben là, on a appris récemment que c'est en lien avec quelque chose de psychologique. Mais en tout cas, bref, il a fait appel au service d'aide
l'association des joueurs. Donc, il a manqué une bonne partie de la saison du côté de Knight. Fait que là, il est arrivé un peu en sauveur en fin de saison, un certain Alex Lyon, un gardien de but de 30 ans qui faisait la navette entre la Ligue américaine et la LNH. Puis finalement, on fait les séries éliminatoires. Puis après ça, ben, ça a été l'histoire de Bobrovski en playoff. Dans le cas de Lyon, d'ailleurs, on n'est pas de retour cette année. Donc, ça a été compliqué au niveau des gardiens, mais ça a été compliqué défensivement aussi, de manière générale, du côté des Panthers de la Floride. Mais bon, Paul Maurice va être à sa deuxième saison. Peut-être que ça va s'améliorer défensivement. Par la suite, un avantage numérique à 22,8%. C'est le 10e meilleur avantage numérique de la Ligue nationale. Et puis sinon, un désavantage numérique à 76%. C'est pas par jeu. On est dans les 20 cucs pour ce qui est des désavantages numérique. Bon, pour ce qui est des séries éliminatoires, on a atteint la finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas. On s'est buté à une équipe qui était complète, avec beaucoup de profondeur, puis les Panthers étaient blessés. On a su, entre autres, Montour qui était blessé aussi, Matthew Tkachuk qu'on sait qui était blessé aussi. Donc bref, il y avait des joueurs importants dans l'organisation qui étaient blessés. Le meilleur en termes de buts lors de la saison 2022-23 chez les Panthers aurait été Verhaeghe. Quand même 42 buts pour Verhaeghe, une excellente saison. Même chose pour Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk était proche, 40 buts quand même pour Matthew Tkachuk l'année passée, 109 points. Alors pour Matthew Tkachuk, évidemment, ça a été des records en carrière, là, des nouveaux sommets en carrière. Il a joué en séries éliminatoires blessé, puis il a quand même réussi à avoir plus d'un point par match. Fait que ça a été un joueur qui a eu un impact capital au sein de l'organisation. Matthew Tkachuk, pas mon meilleur, mais il a eu beaucoup d'impact. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Brandon Montour, quand même assez surprenant, une saison de 73 points en 80 matchs pour ce qui est de Brandon Montour. Alors, ça a été pour lui des sommets partout. Donc, sommet personnel au niveau des buts, au niveau des assists, au niveau des points. Puis même en séries éliminatoires, on parle de 13 points en 21 matchs. Fait que ça a été quand même une très bonne saison overall pour ce qui est de Montour. Évidemment, Ekblad que j'ai mis là. Bon, j'ai pas marqué ses points, mais Ekblad qui a manqué aussi une partie de la saison. 61 matchs, fait qu'il a manqué près d'une quarantaine de matchs, aux alentours d'une quarantaine de matchs. Fait que bref, c'est ça pour ce qui est des meilleurs pointeurs et meilleurs buteurs défenseurs. Par la suite, je vous invite sur le alacoupe.ca pour voir les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Panthers de la Floride. C'est un texte qui est, je me rappelle pas, été signé par qui, je suis désolé pour le chroniqueur en question, mais en tout cas, il est disponible sur le site alacoupe.ca, les 3 espoirs les plus proches de la LNH chez les Panthers de la Floride. On va commencer par celui qui est le plus probable de voir jouer dans la LNH dès cette année, et je parle ici de l'attaquant Grigory Denisenko. C'est un ailier gauche-ish, ailier droit, il peut jouer aux 2 ailes. Âgé de 23 ans, un choix de première ronde en 2018. Pour ce qui est de Denisenko, il a joué dans la Ligue américaine, la Ligue nationale, pas kiff-kiff, c'était essentiellement dans la Ligue américaine pour lui dans les dernières années, mais dans les 3 dernières années, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale, puis pas mal dans la Ligue américaine. C'est un gars qui pourrait faire le saut sur une base régulière cette année au niveau de la LNH, ou du moins on y souhaite bien. Au niveau de la Ligue américaine l'année passée, c'est 56 matchs, 12 buts, 24 passes pour 36 points pour ce qui est de Denisenko. Alors c'est un joueur qu'on connaît comme étant un fabricant de jeux et un joueur très créatif. Par la suite, on va y aller avec l'espoir Meki Senagokovic, un joueur de centre de 20 ans, champ de première ronde en 2021. Pour lui, on peut s'attendre peut-être à une arrivée dans la LNH dans les années qui viennent, soit aux alentours de 24-25. Sensiblement la même chose pour Michael Benning, un défenseur de 21 ans, choix de 4e ronde en 2020. Pour plus de détails sur ces 2 derniers espoirs-là, eh bien, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH, qui est disponible dès maintenant. Également, pour la toute première fois cette saison, on a la première édition du dossier pré-saison LNH à la Coupe, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. Donc, vous pouvez avoir le survol des 32 organisations de la LNH, ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour chacune des équipes. Maintenant, on va y aller avec mon alignement proposé. Ce n'est pas un alignement qui est coulé dans le béton, vraiment pas. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de garder des gars qui ont beaucoup joué ensemble. Donc, des gars qui ça l'a bien été. Donc, on va essayer de les garder ensemble pour bien aller. Une logique qui semble être celle des Panthers. Je ne sais pas si c'est solide à 100%, mais ça semble être ça. On semble aimer mettre un trio plus responsable défensivement en début de match. Fait que le premier trio, j'ai mis celui qui est peut-être plus responsable, puis le deuxième, j'ai mis le plus offensif. Ça semble être à peu près la logique qu'on a du côté des Panthers de la Floride. Alors, en termes de première ligne, bon, je pousse un petit peu l'audace et j'y vais avec Luostarian. Bon, dans son cas, à lui, c'était une, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est une 2e saison.
Je l'ai pas écrit, mais en tout cas, c'est une très très bonne progression pour ce qui est de Itu Luostarian, un joueur de 25 ans, choix de deuxième ronde en 2017. Dans son cas à lui, 43 points en 82 matchs l'année passée. De mémoire, il me semble qu'il y avait une vingtaine de points là, la saison d'avant. Fait que ça a été pour lui une belle progression. C'est un joueur qu'on peut voir évoluer avec, entre autres, Barkov et Reinhardt. Dans le cas de Barkov, je pense que c'est le centre le plus solide de l'organisation. J'entends des gens des fois qui posent la question qui va être l'héritier de Bergeron pour le Selkie. En mon sens, ce serait Barkov, donc un joueur qui est capable de faire un peu tout bien sur la patinoire. Une saison qui est une bonne saison, mais qui aurait pu être un peu meilleure. Son ratio points par match a diminué, mais c'est quand même bon, c'est pas mauvais. 78 points en 68 matchs pour ce qui est de Barkov, c'est pas mauvais, mais il y a un petit peu ralenti par rapport à sa propre production à lui. Alors que du côté de Sam Reinhardt, 67 points en 82 matchs l'année passée, c'est quand même une bonne saison de façon générale. C'est des gars qui sont responsables dans les trois zones finalement, là, même en zone neutre. C'est des gars qui sont responsables dans les trois zones. Fait qu'ils sont habitués de jouer ensemble. Reinhardt, à ce que je sache, depuis qu'il est arrivé en Floride, il joue souvent avec Barkov. Par la suite, en termes de deuxième trio, j'ai été avec un trio plus offensif. Alors, du côté du deuxième trio, on a ici Verhage. Verhage, ça a été une méchante bonne saison pour ce qui est de lui l'année passée. Un total de 73 points en 81 matchs, dont entre autres 42 points. C'est un joueur de 28 ans qui a atteint plusieurs sommets personnels pour sa part, que j'ai fait évoluer avec Sam Bennett, qui lui, 40 points en 63 matchs. C'était la deuxième fois en carrière, je pense qu'il atteignait 40 points et plus pour ce qui est de Sam Bennett. Et je le mets avec Matthew Tkachuk. Tkachuk a joué beaucoup avec Verhage l'année passée. Il a joué avec un peu tout le monde finalement. Tkachuk, il a passé beaucoup de temps sur la glace. Là. Ça a été, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est le deuxième attaquant qui a été le plus utilisé au niveau des Panthers de la Floride. Fait que Matthew Tkachuk, 109 points en 79 matchs l'année passée, meilleure production offensive. Ce qui est intéressant, c'est de le faire jouer avec Verhage qui lui a l'air de devenir de plus en plus offensif. Par la suite, en termes de troisième ligne, ben, on a un nouvel arrivant ici qui est Evan Rodriguez qui lui nous arrive de l'Avalanche du Colorado. 39 points en 69 matchs l'année passée que je fais jouer avec Anton Lundell. Dans le cas d'Anton Lundell, c'est le temps de le faire jouer à 100% au centre. C'est un gars qui peut jouer à l'aile comme au centre. Mais gars, on va le développer au niveau du centre. Ça a été une saison que je qualifierais un petit peu décevante. C'est une deuxième saison, si je ne fais pas erreur dans son cas à lui. 33 points en 73 matchs l'année passée. Ça a été un peu moins bien que la saison d'avant, mais il n'y a pas de raison de s'alarmer. C'est un jeune qui est début vingtaine, là, quelque part, je pense qu'il a 21 ans, je ne fais pas erreur. Que lui, on va faire jouer avec Grigory Denisenko, que je vous ai parlé tantôt, un bon fabricant de jeu. Il a joué quand même 18 matchs dans la LNH l'année passée, seulement 3 points pour ce qui est de Denisenko. C'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel. Par la suite, on y va avec la quatrième ligne. On va y aller avec Lundberg, qui est un joueur essentiellement de profondeur, 20 points en 82 matchs l'année passée, qu'on va faire jouer avec Lawrence, qui nous arrive des Sharks de San Jose, 19 points en 80 matchs. Et finalement, Nick Cousin, 27 points en 79 matchs. Dans le cas de Nick Cousin, s'il advienne que pour Denisenko, ça ne fonctionne pas, Nick Cousin peut venir à ce moment-là sur mon troisième trio parce que c'est un joueur qui peut jouer sur un troisième trio. Puis je serais quand même assez confortable avec ça. Par la suite, on a acquis des Jets de Winnipeg, Stan Loon, et des Prédateurs de Nashville, Asplund. Donc ça va être mes deux scratchs. Par la suite, en termes de défenseurs, là, je vous avertis officiellement, Brandon Montour est encore sur la liste des blessés. Donc lui a été placé sur la liste des blessés 14 juin. Okay? Puis on estime que son absence devrait être à peu près de 3 mois. Ce qui fait que milieu septembre, normalement, il devrait être de retour. J'assume donc qu'il y a des chances qu'il soit là pour le début de la saison. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon alignement. Par contre, pour ce qui est de Aaron Ekblad, lui, j'ai pas de date de retour pour l'instant. Fait que je sais pas quand il va être de retour. Donc j'assume qu'il sera pas là pour le début de la saison. Ça se peut qu'il soit, ça se peut qu'il soit pas. Moi, je suis parti avec l'optique que il devrait être là. Donc, on y va. J'y vais avec, comme premier défenseur gauche, ben, c'est Gustav Forsling. Une bonne saison quand même l'année passée pour Forsling. 41 points en 82 matchs. J'ai tout mélangé les défenseurs. Je vous explique là. C'est parce que ce qui avait été comme structure l'année d'avant ne peut plus tenir. Il y a trop de défenseurs qui sont partis. Donc à ce moment-là, ben, ça complique un peu les choses. On va essayer de créer des nouvelles chimies. Fait que Forsling qui était là l'année passée, 41 points en 82 matchs que je fais jouer avec Brandon Montour, 73 points en 80 matchs l'année passée. On a un petit nouveau aussi au niveau de la défensive. C'est Oliver Hickman Larson, qui lui était avec les Canucks de Vancouver.
Une organisation plutôt offensive, les Canucks de Vancouver, et des statistiques offensives décevantes du côté de OEL, 22 points en 54 matchs l'année passée. À 32 ans, c'est un joueur qui semble marquer beaucoup de recul dans sa production offensive. À savoir, est-ce qu'il va retrouver ses aises? Peut-être. Peut-être qu'il va redevenir un joueur qui pourrait faire une cinquantaine de points, je ne le sais pas. Mais dans les faits, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a ralenti. Mais c'est quand même un défenseur qui est un défenseur d'expérience qu'on ajoute à une brigade défensive qui a été. On a perdu des gars, entre autres Stall qui n'est pas de retour, puis sinon on a Ekblad qui n'est pas sûr d'être là. Fait que c'est quand même un gars d'expérience qu'on a réussi à rajouter à notre brigade défensive. En termes de défenseur droit de la deuxième paire, j'y vais avec Maura, c'est 16 points en 82 matchs l'année passée. En termes de troisième paire, cette fois-ci, on va y aller avec le défenseur anciennement des Rangers de New York, Mikola, 6 points en 81 matchs. Je vous laisse deviner qu'à 6 points en 81 matchs, ce n'est pas un défenseur offensif. Et sinon, Kulikov, qui lui va évoluer sur ma troisième paire à 16 points en 67 matchs. Dans le cas de Kulikov, il évoluait du côté de Pittsburgh. C'est un gars qu'on a connu aussi du côté des Jets, de mémoire. Un défenseur qui a déjà eu une meilleure production offensive que ça d'ailleurs. Là, 16 points, 67 matchs, c'est pas très vargeux. Bon, en termes de scratch, j'y étais avec Ekblad, mais il va peut-être être sur la liste des blessés à long terme, je sais pas exactement. Fait que je le mets quand même dans mon organisation parce que c'est sûr et certain que s'il est là, il faut qu'il soit absolument dans ton top 6, là, ça c'est clair. Par la suite, on a fait l'acquisition de Mike Riley qui nous arrive de Boston et sinon Matt Kerstead qui va être mes deux joueurs scratch en termes de défenseurs. Maintenant, au niveau des gardiens de but, ben, comme je vous ai mentionné tantôt, Alex Lyon n'est pas de retour. J'ai un point d'interrogation concernant Spencer Knight. Bon, Spencer Knight a patiné, mais est-ce qu'il est prêt pour revenir? Je ne sais pas. Donc, on sait qu'il a manqué une bonne partie de la saison l'année passée en lien avec des problèmes de santé mentale. Donc, est-ce qu'il va se sentir la force de jouer cette année? C'est la raison pour laquelle moi je l'ai mis troisième gardien de but. Mais évidemment, s'il est là, d'après moi, il serait probablement deuxième gardien de but. On revient avec Sergei Bobrovski comme gardien de but partant. Dans son cas, à lui, c'est 50 matchs l'année passée, 3,07 de moyenne, 901 d'efficacité. Sauf que dans le cas de Bobrovski, ça avait été quand même beaucoup plus solide en finale de la Coupe Stanley. Ses statistiques générales en finale, en série. Mais ses statistiques ont été un peu gâchées en finale de la Coupe Stanley parce que franchement, je pense qu'il était dans les 930 d'efficacité avant de se rendre en finale. Ça a été vraiment solide en série pour Bobrovski. Au final, si on inclut l'ensemble des séries éliminatoires, c'est 19 matchs, 2,78, 915 d'efficacité. Fait qu'on va peut-être se fier un peu plus à ces séries éliminatoires pour Bobrovski qu'à sa saison régulière. Ça reste quand même que c'est ton gardien de but partant, c'est évident parce que tu veux développer tranquillement Spencer Knight, puis là, ben, on est un peu pris de recours parce qu'on ne sait pas si Spencer Knight va être là. On a fait l'acquisition de Stollard, qui lui nous arrive de Anaheim. C'est un gardien de but auxiliaire, Stollard. C'est clairement pas un partant. Bref, on n'a pas trop le choix, ça va être Bobrovski notre partant. 19 matchs l'année passée du côté d'Anaheim pour Stollard, c'est 3,73, 897 d'efficacité. Et puis sinon, on ferme le tout avec notre jeune Spencer Knight, qui lui a eu 21 matchs l'année passée dans la LNH, 3,18 de moyenne et 901 d'efficacité. Donc, de manière générale, c'est une organisation qui a beaucoup d'éléments offensifs intéressants. Donc, c'est une organisation qui a réussi à se démarquer offensivement. Comme j'ai mentionné en début de vidéo, il me semble qu'on était dans le top 10 là, pour la moyenne de buts marqués. Exact. Donc, on est sixième pour la moyenne de buts marqués, on est dixième pour ce qui est de l'avantage numérique, mais on est dans les 20 quelques pour ce qui est de la moyenne de buts encaissés, puis pour ce qui est du désavantage numérique. Fait que c'est une organisation qui a eu quelques difficultés dans son style de jeu défensif. C'est une organisation qui a eu de la difficulté au niveau des performances de ses gardiens de but l'année passée. Et c'est une organisation qui a changé beaucoup d'éléments dans sa défensive. Puis ça, c'est toujours un peu touché quand tu as beaucoup de gars qui se connaissent pas. Il faut qu'ils créent une nouvelle chimie. Puis là, ben, à ce moment-là, malheureusement, ça peut devenir instable. C'est ce qui m'amène à croire que les Panthers de la Floride ne sont pas, à mes yeux, une organisation qui devrait être dans le carré d'as. Donc, je vous explique rapidement, je ne suis pas certain de la stabilité des gardiens. Oui, Bobrovski s'est trouvé des ailes en série, mais sa saison régulière n'a pas été exceptionnelle. Et l'équipe a eu de la misère à faire des séries au final. Là. Ils ont vraiment couru jusqu'à la toute fin. Fait que d'après moi, là, avec tous les changements qu'on a fait au niveau des défenseurs, avec des absences clés, parce que s'il faut que Montour commence même pas la saison, c'est encore pire.
D'après moi, ça, c'est une organisation qui va encore courir pour une place en séries éliminatoires, mais qui n'est pas assurée de participer aux séries éliminatoires. Alors, d'après vous, est-ce que les Panthers de la Floride sont plus solides que l'année passée? Est-ce que Paul Morris va réussir à implanter un système de jeu défensif qui va faire que les statistiques défensives vont s'améliorer, les statistiques des gardiens aussi? À ce moment-là, on pourrait être en séries éliminatoires du côté des Panthers. Du moins, on a de l'expérience et des joueurs qui sont presque tous dans leur prime. Fait que, d'après vous, est-ce que les Panthers de la Floride, c'est une équipe qui va courir pour une place en série? Est-ce qu'ils vont manquer des séries? Est-ce qu'ils sont sûrs de faire des séries? Peut-être même le carré d'as, la Coupe Stanley? Ben faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de faire un petit j'aime et de partager la vidéo parce que c'est toujours plus plaisant quand on est plus de hockey fans pour jaser ensemble. Et puis sinon, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On se revoit prochainement et quand on s'abonne, on active la petite cloche. Il y a d'autres previews qui s'en viennent. OK, bye bye.